take off. Press 7. 80 knots. La France de Tango Bonsoir devant votre point, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir de... Oh, c'est une onde de par attends, Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight or A401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, ravi de vous retrouver avec notre ami, il est là, il va arriver, Nico. Nico est présent dans la place et normalement le son est pas mauvais, mais c'est pas encore la liaison satellite, ça viendra. Allô? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Bah oui, on t'entend là. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais est-ce que vous m'entendez? Je suis en direct de chez moi. Bah oui, on t'entend. Voilà, on l'entend. Eh, magnifique. À vous recognaître, j'ai. Alors, par contre, là, honnêtement, l'image, elle n'est pas tip-top et ça saccade un peu. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore un petit effort sur la liaison satellite et ça devrait être plutôt pas mal. Hein. Mais c'est déjà mieux qu'avant. Hein. C'est toujours... C'est toujours orange, hein. Ils ont réparé un petit peu là, mais je vois que c'est rouge encore, mais bon. Ouais. Ah, on verra. Ok, bon, on va voir. Alors, on verra en relief avec Starlink. Hein. Ah ouais, avec Starlink. Ah, bah tu vois, un abo qui vient d'arriver, et c'est notre ami Eric, Freefly 30, qui vient de renouveler son abonnement. Et vous avez vu, quand on prend un sub sur la zone, et ben, ça lève la manche à air. Bravo d'avoir levé la manche à air, mon petit Eric. Bon, ben, on va vous accueillir quand même hein, dans le chat. Bienvenue à Ceslac, bienvenue au Simulateur CO, bienvenue donc à Free Flight, bienvenue à Fred qui est là parmi nous. Évidemment, l'excellente équipe de modération Free Flight 30, MMG7F, Jurden, Julo, ils sont tous là. Donc merci à vous. Je confirme, il y a un léger décalage de quoi? Du son par rapport à l'image ou quoi exactement? Ah, l'image par rapport au son peut-être. Ça doit être ça. Ouais, parce que là, il a fallu que je passe par un logiciel tiers et un sub offert 0K qui offre la business à Joe Brable. Et ben merci 0K pour ce petit cadeau à Joe. C'est ça, un léger décalage, ouais. C'est parce que ça passe par un logiciel tiers que j'ai configuré pour ce soir, parce que vous le voyez peut-être pas. Enfin si, on le voit un petit peu là dans le Canadair. Il y a eu des aménagements dans le studio avec 2 nouveaux gros projecteurs pour avoir une meilleure lumière qui ont été installés pas plus tard qu'hier, et donc le temps de refaire les réglages. Voilà, on passe par ce petit logiciel, mais normalement, la semaine prochaine, ce sera réglé. On repassera en direct et normalement, il ne devrait pas y avoir trop de décalage. Voilà, vous savez tout. Et Skyflyer Aviation qui est là. Salut Adèle. Bon, bah, il y a du monde. Donc, merci à vous déjà d'être présents. Ouais, Nico? Il y a toujours pas de piloteuse là dans les combinaisons là. C'est sympa des piloteuses. Non, il n'y en a pas. Il va falloir attendre au moins d'être partenaire pour ça. Hein. Au minimum. Au minimum. D'ailleurs, je vois qu'elles sont pas super bien éclairées, les combis. Faudra qu'on résolve ça. Ok. Merci pour les shoot-out les amis. Allez, on va démarrer donc l'émission déjà donc en vous souhaitant la bienvenue, en remerciant les derniers followers qui sont arrivés de cette semaine. On a eu pas mal de shoot-out. On a eu notamment le Dindon Vengeur qui était hier avec Majouk, Naeri, Magapo85 sur le live de Robin. De tout se comprend, donc membre de l'équipe Poxian, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui étaient là hier soir et merci nous avoir accompagnés. C'est vrai qu'on a fait une libre antenne qui était un peu consacrée à l'aviation hier et c'était très sympa, j'ai pas vu le temps passer du tout. On a parlé de plein de choses et franchement c'est un truc à refaire parce que c'est cool. Il y a des gens qui sont venus discuter avec nous, c'était vraiment sympa. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. Nico, t'as suivi quasiment tout toi? Oui, bon, oui. Ouais. Oui, c'était rigolo. Le chat, c'était rigolo parce qu'il y avait des questions qui n'avaient rien à voir, quoi. Ouais, bah, c'est le principe de la libre antenne. Hein. C'est ça. Hein. Et on pouvait intervenir en direct par téléphone, alors, parce que... Ouais, en fait, par Discord. En fait, les viewers pouvaient venir sur le Discord pour discuter avec nous en direct et voilà. Mais il n'y a pas eu trop de...
Ah ouais, non, ça Ouais. t'arrête. Refaire avec Nico en chair et en os, faudrait que... Alors en chair et en os, ça va être compliqué parce que Romain, il est je sais pas où, mais il faudrait que en faire une avec Nico. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui sera prévu avec Nico, avec Romain, alors pas Robin, mais Romain, qui est un autre streamer qui fait notamment de l'histoire de l'aviation, enfin de l'histoire en général. Et là, il avait demandé à la zone aéro de collaborer à un sujet sur l'histoire de l'aviation. C'est Nico, ça, c'est pour lui. Donc ça se fera normalement début novembre. Je pensais à un truc là. Ouais. Ouais. Tu vois, ma fenêtre, elle est en haut à droite là. Tu pourrais pas la mettre au-dessus du bar, un de ces quatre là, tu vois, juste à côté de toi, entre le moteur et toi, tu vois. Faudra qu'on fasse un écran vert alors. Si j'étais derrière le bar. Il faudra un écran vert pour détourer. Ça serait une idée. Non, mais sans écran vert. Mais, Ah bah non, ça va être moche sans écran vert. On va avoir l'arrière-plan derrière. Enfin, un écran vert comme ça, on t'incruste directement dedans. C'est chez moi, je peux mettre des maquettes. Hein. Ouais, Jordan a mis à jour avec succès la commande POG. Merci pour POG. Si vous voulez connaître les streamers qui passent sur POG Science notamment, allez y faire un tour. Vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes les infos. Et il y a vraiment plein de streamers différents qui font de la vulgarisation scientifique. C'est assez sympa. Merci donc à tous les follow. Merci aux derniers subs qui viennent d'arriver. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la zone aéro, notamment vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez venir le faire sur Twitch. Hein. Vous avez la possibilité, soit si vous avez un compte Prime, de le convertir gratuitement en abonnement Twitch pour 30 jours. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit pour vous et nous, ça nous aide. Vous avez la possibilité de faire comme 0K qui a offert un gift sub donc à Joe Brabble, qui pour le coup connaît déjà la chaîne, mais vous pouvez le faire pour des amis qui sont sur Twitch. Et en offrant un abonnement, ils viennent voir un petit peu ce que c'est et ça peut leur faire connaître la chaîne également. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous êtes abonné, pour le coup, de pouvoir revoir pendant les 14 premiers jours des émissions, on va dire, l'émission en question. Donc pendant 14 jours sur le replay sur Twitch, vous avez l'exclu en primeur de venir voir les replays. Voilà, donc ça c'est les bénéficiaires sont les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, il faudra attendre 15 jours pour pouvoir accéder sur la chaîne YouTube donc au replay. Voilà, donc vous savez tout. Écoutez, ce que je vous propose tout de suite, c'est de déposer le plan de vol. Hein, comme ça au moins c'est fait. Et puis de quoi allons-nous parler ce soir? C'est la question. Donc c'est parti, dépôt du plan de vol. Allez, on va déposer le plan de vol. Et oui, merci Joulo. Il y a aussi les podcasts, évidemment. Si vous voulez écouter les émissions de la zone aéro, elles sont quasiment toutes en podcast. Donc inscrivez-vous et vous récupérez vos podcasts. Vous pouvez écouter où vous voulez. Donc, dépôt du plan de vol de l'émission. Et merci à HBS03, nouveau follower de la chaîne. Bienvenue. Installe-toi confortablement pour suivre l'émission de ce soir. Donc c'est parti, le sommaire, on l'affiche ici, la checklist du jour. Fingergold qui est là, coucou, ça faisait longtemps, Fingergold 04, ça faisait très longtemps. Actualité du terminal, c'est tout de suite dans un instant, il y aura 4 petites news à partager avec vous ce soir. Et puis ensuite, une nouvelle séquence, une rencontre, un visage dans les nuages. Et nous avons le plaisir de recevoir un ancien pilote de chasse, on parlera avec lui de sa passion, de sa carrière, comme ce qu'on fait d'habitude, de son expérience et de sa reconversion, puisqu'aujourd'hui, il travaille dans une école de pilotage, donc comment on passe du côté militaire au côté civil. Tout ça, vous pourrez lui poser vos questions, si vous avez des questions bien spécifiques, n'hésitez pas à le faire, on les relaie, on intervient, on discute, on est entre nous, on est ensemble au bar, donc n'hésitez pas, venez poser vos questions. Et en fin d'émission, les 5 dernières minutes, la rubrique remise de gaz, foire aux questions, 5 minutes pour parler de tout et de rien et pour parler aussi du programme des émissions à venir. Et ça, vous le savez si vous êtes un des fidèles de l'émission. Voilà pour le programme et on démarre tout de suite par l'actualité du terminal.
Et on est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. On a 4 petites news à vous partager. Et on va commencer à aller faire un tour du côté de la Bourgogne, du côté de Dijon très exactement, puisqu'on va prendre des nouvelles de la société Robin Aircraft. Vous savez, Robin, c'est les avions que vous avez sur la photo, des avions d'aéroclub. Vous les avez tous vus, hein, ces avions avec cette dièdre assez caractéristique qui équipe les aéroclubs depuis des décennies. Alors, des nouvelles de Robin, parce que souvenez-vous, fin 2022, Robin Aircraft avait détecté un défaut de collage sur les longerons d'ailes de DR400. Donc le défaut a été suivi par une consigne de navigabilité urgente qui a été émise par l'EASA, ainsi qu'un bulletin de sécurité qui a été publié par CEAPR et qui clouait donc au sol 25 avions. En janvier 2023, et bienvenue à Capitaine Haddock qui vient d'arriver avec 62 personnes. Bienvenue les amis, installez-vous. Vous êtes dans la zone aéro. Alors, on va prendre 30 secondes pour faire un petit speak. Vous avez Nico qui est en dessous en distance. On va avoir un invité après puisque nous aurons la chance d'avoir un pilote de chasse qui va être avec nous ce soir. On va parler un petit peu de sa carrière. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et on les pose à notre invité. Donc c'est comme ça que ça se passe dans la zone aéro. Soyez les bienvenus. Merci pour le raid. En tout cas, ça fait très plaisir. Et merci à tous les nouveaux followers qui arrivent, hein. Vous êtes sur la chaîne de l'aviation et des pilotes, mais on vulgarise. C'est pour tout le monde. C'est pas que pour les pilotes. Rassurez-vous. Et nous sommes dans la rubrique actualité. On a 4 petites actualités dont on discute ensemble et ensuite on rencontre notre invité. C'est comme ça que ça se passe dans la zone aéro pendant 1h30 à peu près. 1h30, ce sont des streams un petit peu courts, mais voilà, au format un petit peu télévisuel. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Bienvenue la ficelle Picard 8Z, PYYY, je sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, merci les amis et vous avez fait le bon choix. Voilà. Donc on disait ces avions, hein, les avions d'aéroclub, les avions Robin qu'on voit sur la photo là. Il y a une consigne de navigabilité, ils ont été arrêtés. Alors qu'est-ce qui se passe quand on arrête un avion? Donc en janvier 2023, l'avionneur de Darrois, donc de Dijon, hein, avait dû se séparer de plusieurs employés pour faire face un peu à la crise. En février, Robin Aircraft, donc le constructeur, avait demandé au tribunal de commerce de Dijon de se placer sous un régime favorable de la sauvegarde pour sauvegarder l'entreprise et garder quelque part ce fleuron de la construction aéronautique française. Donc dans un communiqué de presse publié sur le site, l'avionneur faisait part de difficultés administratives temporaires qui impactaient des livraisons et qui provoquaient des retards justement de fabrication de ces avions. Ouais, ça parle de Dijon, incroyable. Ah oui, la Bourgogne, évidemment. Burgundy Power. Le 19 septembre dernier, le tribunal de commerce a décidé par jugement de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. C'est quelque chose qui se fait, qui est assez courant dans ce genre de situation, sans constatation d'un état de cessation de paiement. Donc en gros, on reprend une société qui est en difficulté et du coup on va essayer de mettre un mandataire qui va s'occuper d'essayer de la redresser, de voir ce qui ne va pas au niveau des comptes, de voir où étaient les difficultés pour la remettre en fait sur la bonne pente quelque part, et puis sauvegarder les emplois bien évidemment, et sauvegarder aussi tout le patrimoine qui va avec, hein. Ne l'oublions pas. Surtout qu'on peut dire que la Bourgogne est aussi bien placée dans l'histoire de l'aviation, notamment avec les avions Jodel avant et les avions Robin qui sont directement issus de ces avions-là. Donc il y a un riche patrimoine. Donc il y a un plan de redressement qui est défini et on va suivre un petit peu ce qui va se passer pour l'entreprise Robin. Voilà pour la première. On enchaîne avec un crash qui a eu lieu ici. Vous savez que les studios de la zone aéro sont du côté de Nîmes. Et cette semaine, il y a eu un crash à Nîmes-Garons. Alors je vous rassure, tout s'est plutôt bien passé. La société française SDTS qui exploite les avions que vous avez sur l'écran, qui sont des avions italiens, des Air Macchi 339C. Cette société, elle assure des missions d'entraînement opérationnel pour notamment les armées, donc l'armée de l'air, la marine nationale, et voilà, ce sont des sociétés privées qui entraînent nos militaires. Et hier matin, donc il y a eu un crash et il y a un avion qui s'est écrasé. Alors, la flotte est au nombre de 9 qui est exploitée depuis Nîmes pour des missions qui sont RR, donc combat aérien, on va dire, des missions air-sol ou des missions air-surface pour des bateaux. Pour les armées, il y avait 2 personnes à bord, vous voyez, ce sont des avions biplaces, hein, et donc ces 2 personnes ont pu s'éjecter de l'avion d'entraînement, ce sont des avions d'entraînement à la base.
Ce sont les mêmes avions d'ailleurs que la patrouille italienne, les Frecce Tricolori. Hein, voilà, c'est ceux-là, ce sont les mêmes. Donc les deux pilotes ont réussi à s'écraser dans un champ à peu près 2 km de la piste, juste après le décollage. Ils passaient les 300 pieds, donc à peu près 150 mètres de hauteur. Il y a eu un problème et selon certaines sources, on évoquait une probable collision aviaire, donc des oiseaux qui seraient rentrés dans les entrées d'air du moteur et qui auraient provoqué l'extinction du réacteur. Donc bien évidemment, exactement. C'est le même type d'avion qui s'est écrasé à Turin il y a quelques semaines avec les Frecce Tricolori. C'est exactement ça. Bravo MMG-CTF. Donc les pompiers sont intervenus rapidement et on a pu secourir le pilote et le passager qui sont légèrement blessés. Donc oui, effectivement, un coup classique, les oiseaux, surtout dès qu'on se rapproche un petit peu du sud ou des endroits qui sont un peu dégagés, il peut y avoir des oiseaux qui peuvent décoller justement devant les avions et ça provoque quand même des fois des petits problèmes. Est-ce que l'oiseau va bien? Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'interviewer, l'oiseau, aujourd'hui. Hélas. Mais ça doit vous rappeler aussi une histoire qui a eu lieu il y a quelques temps, c'est l'histoire de Sully. Hein. Vous avez peut-être vu le film, c'est quelque chose à voir. Hein. Ça arrive, voilà, ça arrive. On n'est pas tout seul à partager le ciel. Voilà, ensuite, de nouveaux avions, Amazon Air, donc Prime Air, pour le coup, met en service son premier A330-300P2F. Il faut savoir que Amazon avait décidé justement d'investir dans l'avion cargo. Et donc, c'est l'Airbus A330-300P2F qui est désormais le plus gros avion de la flotte de la compagnie aérienne du fret de Amazon, donc de Prime Air. Le premier exemplaire, transformé en avion cargo à Dresde, vient de rentrer en service opérationnel le 2 octobre 2023. Donc la compagnie a utilisé pour la première fois ce A330-300 pour un vol régulier. Alors l'avion appartient pas directement à Amazon mais à une société d'investissement, comme beaucoup de compagnies d'ailleurs, qui s'appelle KKR et a été négocié par la société de leasing Altaver. En automne dernier, Amazon Air donc avait commandé à Elbe Flugzeugwerk à Dresde la transformation de pas moins de 10 avions. Donc pour transporter tous les colis qu'on commande. Donc pas mal, c'est très bien vu ça. Jordan, Prime Air, bravo. on note la ref. Donc en automne dernier, ces 10 avions qui ont été commandés pour être transformés, c'est des avions qui transportaient des passagers, mais on va les transformer pour transporter des colis. Et bien que le premier A330 destiné à Amazon Air soit peint aux couleurs de la compagnie, elle sera pas exploitée directement par Amazon Air, mais par contre par une société tierce, une compagnie tierce qui sera en réalité Hawaiian Air, qui travaillera pour Amazon Prime, en gros, hein, pour Prime Air. Voilà. C'est pas un peu gros comme drone de livraison, ça? Comme drone, c'est un peu gros, et surtout qu'il faut 2 pilotes dedans, donc oui, plutôt. Par contre, on peut transporter beaucoup de colis. Mais en attendant, bon, je pense qu'aujourd'hui, ils sous-traitent à des compagnies de livraison, ça leur coûte cher, donc ils passent directement par leur propre service, un peu comme ce qu'ils font au niveau de la livraison des colis. Ils avaient parlé de faire des drones de livraison. Donc... Voilà, ça, on en est loin. Je pense qu'on en est encore loin. Voilà, et en fait, la dernière petite news du jour, c'est, on va dire, alors c'est pas Cocorico, enfin Cocorico pour un avion de conception européenne et français notamment. C'est un moteur américain en l'occurrence, c'est la nouvelle turbine de chez Pratt & Whitney qui va être dédiée à l'ATR, donc l'avion de transport régional 42 600 STOL, STOL pour Short Takeoff and Landing, donc un avion de ligne moyen courrier, on va dire court courrier, qui permettra de se décoller sur des pistes très courtes et de se poser sur des pistes très courtes, donc d'augmenter la possibilité d'avoir des destinations sur des terrains qui ne pouvaient pas forcément jusqu'à présent. Donc il a fallu repenser complètement l'avion pour lui permettre de décoller plus vite et plus rapidement et de se poser plus court. Donc on est passé par des modifications techniques et notamment les moteurs. Et Pratt & Whitney Canada, puisque Pratt & Whitney est basé là-bas, vient de décrocher le certificat de type du turbopropulseur régional PW127XT-L pour cet ATR. Ce sera une nouvelle version de l'ATR 42 qui sera capable de décoller et d'atterrir sur des pistes courtes. Ce moteur va fournir un régime de poussée qui sera beaucoup plus élevé au décollage par rapport à l'actuel moteur qui propulse la série des ATR 600.
des 42-600. Le motoriste canadien a également annoncé que cette dernière certification qu'ils viennent d'obtenir marquait la 200e certification de ce type obtenue pour le lancement de ce fameux Pratt & Whitney, donc de ce PT6. Donc en gros, le moteur que vous avez sous les yeux là, la première version date de 1963. Donc 60 ans, rendez-vous compte, 200 certifications en 60 ans, c'est énorme pour un moteur qui n'a cessé d'évoluer en 60 ans. Donc pour rappel, la TR42 600S permettra de décoller sur des pistes qui feront à peu près 800 mètres. 800 mètres, c'est ridicule quand vous prenez des pistes comme à Paris qui font plusieurs kilomètres de long. Donc ça ouvrira de nouveaux marchés, de 500 aéroports au travers du monde à ces différents opérateurs. Voilà, merci Gus Gamer Boy TV qui vient d'arriver, excellente chaîne de simulation qui faisait de l'IFR cet après-midi d'ailleurs. Bienvenue Gus, merci pour ton passage. Voilà pour les petites actus du soir. Bon voilà, on a couvert un domaine assez vaste. Et sans plus attendre, on va retrouver notre invité. À moins que Nico ait quelque chose à rajouter. Ah bah il a mute son micro, Nico. Faut que j'aille mon micro. Ah voilà. Non, mais je crois que Pratt & Whitney, c'est quand même une valeur sûre, hein, un moteur. Oui, bien sûr. Il équipe plein d'avions différents, donc ouais, effectivement. Donc, pour ce soir, donc c'est tout pour ce soir. Pratt & Whitney, comme on va voir un film de Spielberg, quoi, on se pose pas la question. Ouais, c'est un peu ça. Donc, dans un instant, on va retrouver notre invité. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de lui poser des questions en temps réel, puisque ce soir, on va revenir sur la carrière de Michael Mérien, qui est notre invité. Et donc, c'est la séquence Un visage dans les nuages. Et préparez donc vos questions, puisque on va revenir sur sa passion, enfin, comme d'habitude, sur sa carrière, sur sa reconversion, etc. Donc, à vos questions, les amis. On tourne la prochaine séquence, Un visage dans les nuages. On retrouve Mickey tout de suite. Et voilà, c'est magnifique, la magie de la technique. Nouveau jingle en plus. Bienvenue Mickey, très heureux de te retrouver dans la zone aéro. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir. Et ben voilà, on va faire les présentations. Mickey, le chat Mickey. Avec Nico et nous, on s'est déjà vu un peu avant. Donc voilà, il y a le chat qui te salue. Eh bien, je les salue également. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà, donc on va pas changer les traditions. Ce que je te propose, c'est de lancer un petit chrono d'1 minute. Et en 1 minute, on fait une petite présentation. Enfin, tu te présentes au chat pour ceux qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans les détails de toute ta carrière. On parlera ensemble de ce qui nous réunit, c'est-à-dire un peu la passion de l'aviation et pourquoi en avoir fait son métier, quelque part. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. On lance les chronos. Alors, top 1 minute, écoutez, je m'appelle Michael Mérien, alias Mickey. Je suis un passionné d'aviation, comme je pense beaucoup ici. J'ai commencé par l'aviation civile, privée en tant que pilote de planeur, pilote moteur par la suite. Et j'ai eu l'énorme chance de transformer cette passion loisir, on va dire, dans un métier, puisque j'ai intégré l'armée de l'air à l'âge de 20 ans. Armée de l'air dans laquelle j'aurais passé 24 années. J'ai volé sur Jaguar, j'ai volé sur Epsilon, Mirage 2000, Alpha Jet, une carrière qui était époustouflante. Et puis, la passion, je l'ai continuée dans l'aviation civile, avec un plan de vol qui était bien établi. Malheureusement, il y a eu un automne appelé Covid qui est passé par là. Il a fallu que je revoie un petit peu mes plans. Et donc, j'ai intégré une école d'élèves pilotes, futur pilote de ligne, dans laquelle je suis depuis maintenant 3 ans en tant qu'instructeur sol et maintenant manager d'équipe. Ok, et ben voilà, 1 minute tout pile, on sent l'efficacité du pilote de chasse. Hein. Bravo. J'essaye. Ah ben ça marche. Bon, très beau CV en tout cas, nous dit Gus Gamerboy TV et on est bien d'accord avec lui. Donc vous, déjà le chat, voilà, vous avez vu un petit peu le parcours de Mickey. Si vous avez des questions à poser, même les questions qui peuvent paraître bêtes, il n'y a aucune question bête. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On met les questions de côté, on les incruste et on en discute ensemble. Cet échange, il est aussi là pour vous. C'est une émission qui est interactive. Donc Mickey déjà, je pense que Nico partagera un petit peu cette première question-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir travailler dans l'aviation? Comment tu t'es retrouvé à être éclairé justement par ce qui vole? Je sais pas trop en fait.
Ouais, Ouais, l'étincelle. je sais pas, ça fait un petit peu bateau comme réponse, mais je pense que depuis mon plus jeune âge, les avions c'était ça. Alors j'ai été aidé par mes frères qui étaient plus âgés que moi et qui avaient construit déjà quelques maquettes. Ah, les maquettes. Très bon passant. J'écoute. Je vois. Et qui avait emmagasiné quand même quelques livres sur l'aviation. Et je pense que naturellement, ça m'a intéressé. J'ai commencé à ouvrir les bouquins, à les lire, à apprendre les noms des avions, ce genre de choses-là. Et puis, je sais pas comment ça s'explique, une passion finalement. Ça peut être l'équitation, ça a été l'aviation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai sauté à pieds joints dedans et c'est quelque chose qui m'est cher, qui est une deuxième peau, hein, je dirais. Hein. Donc, Est-ce que tu t'es dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je finirai pilote? Ou alors tu t'es dit, ça peut être aussi d'autres métiers autour de l'aviation? Ah non, pilote, j'y pensais pas. Pilote professionnel, j'entends, j'y pensais pas. Enfin, j'y pensais pas. Je souhaitais y arriver, mais je mettais ça de côté en limitant peut-être mes capacités qui étaient tout à fait standard moins. On pourra revenir dessus. Parce que je veux pousser les gens à pas. Enfin, on n'a pas besoin d'être matheux, d'être sportif, d'être. Voilà, c'est un métier qui est accessible. Et je me qualifierais comme quelqu'un de très ordinaire qui a réussi. Qui parle au travers l'armée de l'air finalement a fait des choses extraordinaires parce que l'institution et l'aviation d'une façon générale vous poussent à vous dépasser à ces limites que vous pouvez vous fixer, et ben que ce soit l'entraînement au sein d'un aéroclub avec votre instructeur, un lâcher solo, que ce soit dans l'armée de l'air, que ce soit dans l'aviation commerciale. On se fixe nos propres limites, mais on est amené à les dépasser, en toute sécurité, bien entendu. Hein. Oui. Donc, pilote, je l'avais un petit peu comme un rêve, mais je m'étais dit non, je ne serais pas capable de faire ça. Je vais quand même le tenter avant de basculer sur autre chose que mécanicien ou travailler dans l'aviation, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et finalement, mine de rien, on se rend compte que ça passe. Ouais. Je dis pas que j'étais un petit peu surpris parce que je m'étais quand même donné les moyens de réussir, hein. Pas forcément tout, mais voilà, j'y suis pas allé non plus en me disant que c'était peine perdue. Mais clairement, voilà, l'aviation c'était ce que je voulais faire. Pilote évidemment, et effectivement, on pourra en reparler peut-être, mais je me limitais ou j'avais une image du métier qui faisait que pour moi ce serait peut-être inaccessible, alors que c'est faux. J'engage tous les gens passionnés à se lancer vraiment à fond dedans. Alors, tu vois, il y a déjà des questions qui arrivent dans le chat. La première, c'est justement, c'est cela qui demande, donc, est-ce que c'est la voie EOPN que tu as suivie? Oui, tout à fait, oui. J'étais officier des personnels navigants, anciennement appelé ORSA et maintenant appelé OSC, officier sous contrat. Donc des contrats du CDD dans l'armée de l'air, hein, finalement, et des successions de contrats dans l'armée de l'air comme ça, donc carrière dite courte. On fait partie du vivier de pilotes qui va être renouvelé de façon assez régulière pour garder une population assez jeune au sein de l'armée de l'air, un métier de pilote, normalement pas de prise de poste à forte responsabilité, hein, avec des gens qui vont partir vers 44 ans pour rejoindre une autre activité. Oui, d'accord. Alors, il y a des questions aussi sur le cursus, évidemment. On va commencer par la question de Gus Gamerboy TV, qui dit justement, en parlant de maths, as-tu un cursus scolaire scientifique, hein, il met des guillemets, avant d'entamer la voie de l'aviation? Alors, à l'époque, ça s'appelait un bac S3, ce que j'ai fait, donc ça n'existe plus. C'était l'électrotechnique. Ouais. Donc moi, c'était câblage électrique, automatisme divers et variés. C'était ma spécialité de mon bac. C'était un bac général. Mais c'était pas du tout du scientifique. Alors après j'avais des maths bien sûr, mais à un niveau qui n'était pas du tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque hein, dans un bac E. C'était pas des maths très poussées finalement, comme pourrait un ingénieur pourrait chercher à faire, ou enfin un futur ingénieur pourrait chercher à obtenir en termes de qualification. Par contre les maths, je reviens dessus, c'est quand même extrêmement important par rapport au métier qu'on fait. Hein. Donc ça se développe après, mais c'est des maths pratiques, c'est des maths qui nous servent. Et je pense que ça aide savoir pourquoi est-ce qu'on apprend des choses, parce qu'on en a besoin, ça aide beaucoup. Ok, bah justement, il y a Pralinou qui nous dit matheux, mais il n'y a pas des calculs à faire, ou alors c'est la machine qui fait tout maintenant?
Alors la machine, de plus en plus, elle fait tout, mais elle fait tout normalement bien. L'intérêt, c'est de savoir que si un jour, nous, on a peut-être fait une erreur d'entrée de valeur, je sais pas moi, sur la masse de l'avion, sur le nombre de passagers, ce genre de choses-là, il faut quand même qu'on soit capable de se rendre compte. Et puis des calculs, finalement, on fait tout le temps. Alors c'est des calculs qui sont relativement basiques, parce qu'on peut pas forcément faire des calculs compliqués quand on est en vol. Ça, on peut le faire à la préparation du vol. En vol, on a nos capacités, dès qu'on s'assoit dans le cockpit, elles diminuent, quel que soit le niveau d'expérience. Après, on pourra avoir des gains avec l'expérience, mais globalement, nos capacités elles sont déjà réduites. Quel que soit le type de vol qu'on fait. Hein. C'est à cause du stress? C'est à cause de quoi? Il y a la partie stress, il y a la partie mentalisation de ce qu'on aura à faire, on est quand même dans un avion, alors que ce soit surtout au côté professionnel, du coup on a quand même quelque chose à réaliser. Donc on a une certaine pression opérationnelle, je dis pas qu'elle vient de l'extérieur, mais nous-mêmes on se l'impose aussi, parce qu'on est là pour emmener des passagers à un aéroport en toute sécurité, pour réaliser une mission opérationnelle au sein de l'armée de l'air qui peut être des fois peut-être délicate. Mais c'est le cas aussi en aéroclub, je pense. Quand on prend un avion, on n'est pas dans un avion comme on est dans sa voiture. On oui, bien sûr. Plein de choses. On étudie la météo. Enfin, c'est un petit peu un tout, je pense. D'accord. Ok. Mais je tiens, voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des calculs à faire? Oui, il y en a beaucoup. C'est pas des calculs d'intégrale et autres. Ça reste beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, parce que c'est ça qu'il faut en vol. C'est du pratico-pratique finalement. Ouais. Alors, est-ce que tu avais volé avant de rentrer dans l'armée de l'air? Et tu es arrivé avec une petite expérience, ou alors tu as tout appris en arrivant? Non, alors je suis rentré dans l'armée de l'air avec à peu près, je sais pas, 60 heures de vol. J'ai commencé par le planeur. Donc, par rapport à ma passion, j'ai eu la chance d'intégrer une super équipe que je salue s'ils nous écoutent ou s'ils voient cette vidéo. C'était les anciens Armorique. Et du coup, j'ai fait du travail sur avion, mais ça ne volait pas. Donc, c'était de la maintenance aéro pour du statique uniquement. Et j'ai eu l'occasion de travailler quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, sur, on avait un Nord-Atlas, on avait un super étendard, pas super étendard, un étendard 4, pardon. Enfin, pas mal d'avions comme ça. Et par la suite, je suis passé, donc j'ai mis ma passion en œuvre déjà là-dedans, et ensuite je suis passé sur le vol en planeur, qui est une école fantastique. Vraiment, j'adore. J'ai pas vraiment pratiqué derrière, mais j'invite tout le monde, tous les gens qui veulent se lancer dans l'aviation, vraiment à mettre le pied dans le vol à voile, parce que c'est vraiment fantastique. J'ai fait une saison de vol planeur où j'ai été breveté juste à la fin de la saison. J'ai eu de la chance, le truck est tombé en panne juste dans la foulée. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques. Michel, mon instructeur d'aéroclub, qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a un peu drivé et qui m'a permis de passer un petit peu au-delà de ce que je me mettais comme limite. Vraiment un instructeur extraordinaire à qui je dois beaucoup. Et donc j'ai fait 1 année et demie ou 2 ans de vol moteur, qui m'ont permis d'accéder au pilote privé à l'époque. Et par la suite, rapidement derrière, je suis rentré dans l'armée de l'air, parce que les études, c'était pas trop fait pour moi, j'avais l'impression. J'étais en BTS à ce moment-là, et j'étais content que l'armée de l'air m'appelle, en me disant vous êtes retenu pour les sélections en vol, parce que ça sentait pas très très bon. D'accord. Ok. Bon, tu vois, comme quoi, effectivement, alors il y a des questions après sur les souvenirs de carrière qu'on va réaborder ensuite, mais déjà, démystifier le fait de se dire, voilà, maths sup, maths spé, automatique, non, ça c'est fini ça. Clairement. Alors après, il y a l'autre voie dans l'armée de l'air pour les ingénieurs qui eux, ont fait maths sup, maths spé, concours d'intégration de l'école de l'air, sur une carrière qui sera une carrière de pilote initialement, ou de mécanicien, ou de contrôleur, enfin de commando, enfin toutes ces spécialités-là, mais en ce qui nous concerne plutôt le cursus de pilote, ces gens-là vont être amenés, eux, à l'issue d'un certain nombre d'années en escadron, à gravir les échelons de commandement, et c'est ce qu'on appelle la voie royale, globalement, pour obtenir des postes, ensuite de diriger plein de choses, de finir général. Voilà, c'est les deux gros piliers, il y en a d'autres qui existent, mais les deux gros piliers qui font que l'armée de l'air a son vivier de pilotes de cette façon-là. Oui, d'accord. Je reviens juste sur un truc, pour être européenne maintenant, c'est un niveau bac. Il n'y a pas d'autre chose qui sont nécessaires. Ok, bon voilà, déjà si vous aviez cette question-là, vous avez un élément de réponse. Nico, est-ce que tu veux intervenir, poser une question J'écoute, parce que moi, effectivement, c'est un peu pareil.
j'ai l'impression que depuis tout petit, j'aurais voulu faire pareil que lui, quoi. Bon, lui, il a eu la chance d'aller dans l'armée de l'air, moi non, parce qu'on m'a mis des lunettes sur le nez, quoi. J'ai dit, mais non, mais je vois bien, mais que, comme les amis, je voyais mieux. Bon. Ouais. C'est quelque chose qui Donc, écoute, on peut travailler les maths, on peut travailler son anglais, on peut travailler plein de choses finalement quand on a la motivation et la passion. Le médical, comme tu dis, Nicolas, c'est quelque chose qui est frustrant parce que il n'y a pas grand chose à faire finalement. Soit on est apte, soit on n'est pas apte. Et ça, c'est peut-être la chose la plus terrible par rapport à. Oui, mais j'ai pas un grand regret, hein, je veux dire. J'ai fait ma carrière comme du mieux que je peux, parce que vu les événements que j'ai subis là, ces dernières années, c'était pas évident. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, il faut vraiment démystifier un peu cette image de truc, de rêve inaccessible en fait. Hein. Ouais. Je dis, et puis vraiment renseigner les gens sur le fait que, effectivement, au niveau bac, le bac, le bac, il faut l'avoir pour faire plaisir à un moment, hein, mais voilà, après, c'est pas inaccessible, quoi. Donc, Et d'ailleurs, il faut dire que même... J'écoute avec intérêt, quoi, j'aime bien. Même dans les aéroclubs, on voit qu'il y a des gens qui viennent de toutes les franges de la population. Hein. Il y a des gens qui viennent d'accéder à la retraite, qui commencent de voler. Je parle en aéroclub, hein, je ne parle pas pour faire carrière, donc c'est accessible à tout le monde. Tout à fait. Alors on va prendre quelques questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, le chat, à poser vos questions à Mickey, qui répondra avec la sincérité qu'on lui connaît. On commence. Est-ce que vous avez un plus beau souvenir de votre carrière dans l'armée de l'air ? Et c'est Slack qui nous pose la question. C'est pas une question facile parce que j'en ai tellement en fait que je sais pas lequel choisir. Eh ben allez, on va en prendre 3. 3. On va faire comme passe-partout là. 3. C'est vraiment pas facile comme question. Hein. Mais sur l'an 2000 par exemple, ou je sais pas, ou alors on peut un combat aérien gagné par exemple. Non, il y a des souvenirs que j'ai vécu qui sont plutôt travailler en équipe, c'est ce que je retiendrai de tout ça en fait. Soit avec les autres collègues pilotes, mais également avec toute la partie qui entoure le métier, c'est-à-dire la partie mécanique notamment, parce que c'est des gens qui sont les pistards, comme on les appelle, les gens qui sont en piste, et puis tous les autres qui font de la maintenance derrière. Mais des pistards, ce sont les dernières personnes qui vont vous voir en fait, qui vont vous installer dans l'avion. C'est quand vous fermez la verrière, c'est le dernier regard que vous avez finalement. Et c'est également le premier que vous aurez quand vous allez rentrer de vol. Et oui. Et, ces souvenirs, si j'en ai, ce serait cela, ce serait de retrouver la personne avec qui on s'entend, le pistard avec qui ça match, et ça match avec beaucoup de monde bien évidemment, ces gens qui reçoivent l'avion mais qui reçoivent également le pilote, et ils ont compris que ce qu'on avait fait était très demandeur, et aussi bien évidemment, et qu'on a vécu une parenthèse pendant, je sais pas moi, 1 heure, 6 heures de vol, et on a vécu quelque chose d'intense, et on a un petit retour à la vie, et c'est la première personne qu'on revoit finalement là, et je pense que les plus beaux souvenirs, ce serait cela. Après j'en ai plein d'autres, mais c'est vrai que c'est une question difficile. 3, il y en a tellement finalement. Ouais. Alors, on gardera la partie machine pour après parce qu'il y a aussi des questions sur les avions bien évidemment. Et Free Flight qui nous dit effectivement le mécano prête l'avion au pilote. Ouais, tout à fait. Alors qu'on pourrait penser qu'en fait le pilote il fait ce qu'il veut avec son avion, mais c'est pas le cas. Alors, je voudrais rebondir un peu sur la relation qu'il y a effectivement entre les pilotes de chasse et puis les rencontres, comme on dit, hein, sans méchanceté ou quoi que ce soit, enfin les mécaniciens, tout ça. C'est vrai qu'il y a un très grand respect de la part des pilotes, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours une roulotte pour l'été, en fait, pendant la bataille d'Angleterre pour eux. Et en fait, les pilotes, ils laissaient toujours les mécaniciens se servir avant, et puis les pilotes, ils passaient après, en fait. Ah ouais. Je trouvais que c'était une marque de respect, parce que c'est vrai que sans eux, ça ne vole pas, il n'y a rien qui se fait. Quoi. Sans les mécaniciens, et puis après sans tout le monde, hein, que ce soit tout le support de la base aérienne, les contrôleurs aériens. Je parlais des mécaniciens, j'ai des souvenirs, pour revenir sur cette question-là, de retour par des météos qui sont un petit peu compliqués, sur un avion monoplace, en hiver, de nuit, sur Saint-Dizier par exemple, où les gens nous ramènent en GCA, donc une finale qui est entièrement guidée à la voix par le contrôleur, et ils nous ramènent et on n'attend qu'une chose, c'est là il faut jouer la piste parce que sinon je me dérouterai.
mais le pétrole il est en train de diminuer. Enfin voilà, c'est l'aboutissement de la mission, enfin c'est la fin de la mission. On a cette volonté de se poser ou de remettre les gaz si on voit pas la piste, et c'est lui qui nous amène. Et quand on découvre la piste au minima, quasiment au pied près, avec un guidage qui était parfait, avec une personne qui a senti, on le sent à la voix, nous quand on parle, il a senti qu'on était peut-être stressé, et nous on sent qu'on est là pour nous tenir et nous motiver en disant allez, on va le faire ensemble, tous les deux. Et on arrive au minima, on voit la piste, on se pose, et ça c'est des moments qui sont quand même forts. Ouais, ça marque. Ouais, je pense qu'il faut bien faire remarquer ça, parce que les gens, je pense pas qu'ils se rendent bien compte du stress qu'on peut avoir dans des conditions vraiment dégradées. Je me suis déjà retrouvé dans des conditions dégradées aussi. Je ne suis pas IFR, je suis VFR, mais je me suis déjà retrouvé dans des conditions météo dégradées. C'est pas évident, il faut vraiment garder son sang-froid et puis voilà, garder les réflexes de l'essentiel. Et puis, c'est ça. Comme tu dis, les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte, c'est pas évident. Ok. Et, oui, il faut quand on peut, faut pas hésiter. Alors, je dis ça pour les jeunes en aéroclub. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans les nuages, ne vous inquiétez pas. C'est pas une faute que vous avez faite. Vous appelez papa, maman, la tour de contrôle, vous demandez de l'aide, point barre, c'est tout. Vaut mieux être au sol et puis dire bah oui, dommage, je me suis perdu, ça arrive. Mais en vie, plutôt que d'avoir peur d'avoir fait une faute, quoi. C'est pas une faute du tout. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en vol, les jeunes, dans une situation dégradée où vous avez peur, n'hésitez pas à appeler le contrôle. Alors justement, j'allais rebondir en disant que c'est aussi une des missions de l'armée de l'air, de porter assistance à des aéronefs. Ça t'est arrivé, toi, en tant que pilote, d'intervenir sur ce genre de mission ? Non, pas de façon pratique. J'ai été emmené à m'entraîner à le faire, bien évidemment. J'ai jamais eu à intervenir pour le faire. D'accord. Mais voilà, tous les pilotes en fait sont avertis pour pouvoir venir en aide justement à des avions qui peuvent être perdus comme ça. Alors on a la police du ciel où là c'est en fait une protection du territoire, mais également assistance. Alors sous toutes ses formes, ça peut être du chasseur, c'est l'hélicoptère, c'est de l'avion slow mover comme on dit, type. Alors à l'époque c'était de l'Epsilon pour ce qui était protection de G7. On avait tout un panel de vecteurs pour pouvoir s'adapter effectivement aux avions qu'on pourrait rencontrer. Ça c'est un petit peu le bras armé, je dirais, mais ça fonctionne également en assistance bien évidemment. Et pour un pilote de chasse en escadron, à partir d'une certaine qualification, tout le monde est entraîné pour être en mesure d'apporter une assistance à des avions en difficulté. Il y a eu un cas, il y a quelques années, à Tours, je crois, d'un DR400 ou d'un avion de ce style-là qui était on top, coincé au-dessus de la couche, avec pas de trou pour passer sous les nuages, avec une personne qui était non qualifiée aux instruments. Et il y a un Alpha Jet, du coup, qui était allé l'assister. Et ils ont fait la percée tous les deux comme ça. Donc la percée, c'est voilà, l'avion se met à côté et les deux avions descendent en même temps. Et là, pour le coup, c'était alors je crois que c'était un DR400, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tous les cas, le DR400 était en position était devant et était guidé par l'Alpha Jet qui était en patrouille sur lui, donc c'était un sacré moment, je pense. Ah ouais. Parce que les vitesses sont pas forcément les plus compatibles. Donc ils ont dû aller trinquer après, quoi, à l'arrivée. Voilà. Ok, justement on parlait d'avion et question de Fred, que tu connais, quel est l'aéronef qui t'a le plus marqué dans ta carrière de pilote civil et militaire ? Alors, civil, j'en ai un. Si je vais répondre assez facilement, c'est le Jodel, D112. D'accord. Enfin, la famille des D11. Alors ça c'est rare, parce que d'habitude souvent les pilotes de chasse disent ah bah tiens c'est tel avion d'armes et tout, mais alors là pas du tout quoi. Alors, pour répondre à Nicolas, oui, j'ai démarré à la main parce que j'avais un démarreur un peu faiblard, ça m'est arrivé de démarrer à la main. J'ai démarré très bien à la main d'ailleurs. C'est vrai que c'est... Alors je suis venu au Trenke et au Jodel un peu tard. C'était super intéressant du coup parce que j'ai réappris à servir de mes pieds parce qu'en fait en chasseur on s'en sert quasiment pas, tout du moins sur un vol normal, en combat un peu plus. Mais de façon générale par rapport à un avion léger on s'en servira beaucoup plus sur un DR400 ou sur un Cessna. Sur un chasseur qui lançait à 450 nœuds, finalement on s'en sert peu. Le Jodel et donc son train classique m'ont été un petit peu un challenge de réutiliser les deux membres inférieurs, on va dire. Et j'ai vraiment redécouvert ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune dans l'aviation civile que j'ai pu faire. J'ai découvert ce que je voulais en Bourgogne, du coup. J'ai découvert des terrains magnifiques. Alors en quel endroit ? On peut le dire ? Bien sûr, on peut le dire. Je volais à Beaune.
Ok. Donc, j'ai passé ma qualification train classique et ensuite j'ai acheté un avion à Mont-sous-les-Mines, à la CBM, super aéroclub, avec un bar de l'escadrille qui était fantastique. Bah, 0927 d'ailleurs, comme C'est la piste ici. C'est ça, exactement. Et donc, avec un copain, on a acheté un Jodel là-bas. Et c'était vraiment un avion que j'ai adoré. Il faut que j'en refasse absolument. Voilà. Et en plus, c'est un avion école, quelque part, donc on apprend à piloter dessus. Est-ce que ce petit intérêt là pour le Jodel, le Trenke, l'hélice, démarrer à la masse, c'est quoi? C'est un petit intérêt pour le 14-18, les avions comme ça ou... Alors, j'ai une fascination, comme je l'ai dit, mais j'ai également, je l'ai développé à travers l'histoire de l'aviation, principalement. Mon intérêt, c'était vraiment ça. Seconde Guerre mondiale et Warbird, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment tip-top. L'association dans laquelle je faisais partie, on faisait des fouilles sur des crashs de B-17 de la Seconde Guerre mondiale. On a participé à faire revenir des équipages en France. C'était extraordinaire. Donc ce côté histoire de l'aviation m'a toujours intéressé. D'où la TCOR, notre année qui est là. Donc oui, le Jodel, effectivement, j'aime le rétro. J'aime le rétro et je préfère voler en Jodel D112 qu'en ULM ou qu'en avion glace cockpit en plastique ou en carbone. Allez, carbone. Alors, moi j'ai une question. Oui, Les matières nobles. oui la voilure avait été refaite sur notre Jodel. Les visites que je faisais, à chaque fois, j'étais estomaqué par la qualité de la construction. C'était une aile qui avait été refaite à Cône-Court, c'est juste magnifique. C'est fantastique, même. Ouais, c'est de l'artisanat. Voilà. L'orfèvrerie, même. C'est ça. Petite question par rapport à la déco qu'il y a derrière, au Latécoère. Donc on voit que c'est un avion qui est équipé de flotteurs. Oui. Et très souvent, les pilotes de chasse deviennent pilotes, notamment de la sécurité civile, puisqu'ils font aussi des écopages. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé ou pas? Alors, il y a... Sur le terrain sur lequel j'ai appris vraiment à voler, c'est le terrain de Vannes, on avait la chance de voir régulièrement la sécurité civile venir, en tracker notamment. Oui. Et en actu d'ailleurs, il y a le T15 qui a volé, j'ai vu. Oui. Très bon. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui, c'était le cas. Ouais. Le jour du crash d'ailleurs du Marchetti. Ouais. Ça fait. Et également du Fokker 27. J'ai eu la chance de sympathiser avec un pilote de tracker. Et de visiter la base de Marseille à l'époque. C'est quelque chose que j'aurais adoré faire. Dans ma première partie de vie de pilote militaire, c'est quelque chose que j'envisageais vraiment très très fortement. Et je sais pas trop pourquoi, finalement, je l'ai un petit peu mis de côté au fur et à mesure. Peut-être parce que ce que j'ai vécu était suffisamment intense sans que je remette encore le couvert après. Je vais dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous détailler, revenir vite fait sur la vie, quelque part, d'un pilote de chasse? C'est beaucoup de départs hors de chez soi, c'est beaucoup d'investissements. Comment ça se passe au quotidien? On est corps et âme à son avion. Écran de pote qui arrive avec 19 personnes. Merci les amis, soyez les bienvenus. On est avec Mickey, pilote de chasse, ancien pilote de chasse, et aujourd'hui dans l'aviation civile. Bienvenue à vous, installez-vous. Et n'hésitez pas à poser des questions à Mickey également. La vie d'un pilote de chasse, c'est quoi? C'est de l'engagement. Ça, c'est le premier... C'est tout le temps, en fait. Alors, que ce soit dans la formation initiale, dans la sélection, bien évidemment. Dans la formation initiale, on va dire qu'on va mordre le coussin. On va mordre le coussin au début, on va mordre le coussin pendant ses qualifications, et après, régulièrement, au fur et à mesure on gagne de l'expérience, il va falloir qu'on morde le coussin. Donc je pense que on venait sur les minima pour devenir pilote de chasse, on parlait du bac et tout ça, mais ça demande vraiment une réelle volonté, je pense, d'engagement, qui ne pourra être accompli, à mon avis, que si les personnes ont la motivation nécessaire, suffisante pour passer un petit peu, pas tous ces filtres, mais pour réussir cette formation qui est quand même... c'est exigeant. Et vraiment... C'est une histoire de tempo, finalement. Hein. Je veux dire, une grosse majorité des gens qui rentrent dans l'armée de l'air pourraient arriver au terme de la formation. Le tempo imposé est quand même relativement conséquent. Alors, est-ce qu'on fait quand même avec son avion? On aimerait le faire plus.
Il y a des tâches annexes, dites annexes, du travail à faire, de l'administratif bien évidemment. Ça fait partie de la vie d'un escadron, hein. C'est une grosse équipe, c'est une grosse unité, c'est quelque chose qui doit tourner. Mais oui, l'orientation première, c'est l'avion, c'est l'émission, c'est d'être performant dans ce qu'on fait, de rester accurate sur la réglementation, qu'elle soit militaire, civile, sur les tactiques employées, sur tout ça. Les évolutions, on pense peut-être aussi technologiques des avions, des armements. Bien sûr, parce que ça évolue en permanence finalement. Un avion, j'ai fait du Mirage 2000D, si on compare les différents standards, et c'est encore pire maintenant, il y en a une multitude. Alors, pareil, Jaguar, tu parlais de Jaguar, Mirage 2000D, à l'époque, c'était deux mondes différents. Alors la mission, j'ai fait que de l'avion vert, on va dire. Alors, le Rafale maintenant fait quasiment tout seul. Hein. Enfin, au sein d'un même avion, il peut faire toutes les missions. Et effectivement, à l'époque, c'était un petit peu plus séparé entre avion bleu, avion vert. Vert, c'était tout ce qui était principalement attaque au sol, hein. Reconnaissance également. Et tout ce qui était bleu, c'était la défense aérienne. Donc les Mirage 2000, si je reprends cet exemple-là, Mirage 2000C, Mirage 2000-5 pour la défense aérienne, et Mirage 2000D, N pour l'attaque au sol. Jaguar Mirage 2000 se retrouvait dans la mission. C'était l'attaque au sol. Effectivement, le Jaguar plutôt beau temps et le Mirage 2000D tout temps. D'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une très bonne question de Ceslac. Faites comme Ceslac dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les, on est là en train de discuter avec un pilote de chasse, donc profitez-en, c'est pas tous les jours, donc allez-y, posez vos questions et on les relaie sans aucun problème. Est-ce que ce n'est pas frustrant de se retrouver au sol après toutes ces expériences folles en vol? Et c'est une question qu'on pourrait poser à beaucoup de monde. Alors, toutes les questions sont intéressantes, celle-ci elle est particulière, enfin elle fait du sens par rapport au sujet de ce soir. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de sortir d'un bâtiment, de se retrouver sur un parking aéronautique, de sentir du Jet A1, du Kero, d'avoir ces bruits, d'avoir cette ambiance. Alors oui, de ce côté-là, c'est vrai que c'est frustrant. Bon, j'ai la chance de continuer à voler. J'ai beaucoup d'occupations à côté, donc je vole pas, je vole peu finalement en tant qu'instructeur en vol. Néanmoins, pour revenir sur la frustration, je me sers de ce que j'ai vécu avant finalement. J'ai dit que j'étais quelqu'un d'ordinaire qui avait vécu des choses extraordinaires, c'est vraiment ça en fait. J'ai ça en moi, je le garde comme un bagage. Et ça m'aide effectivement à passer un petit peu au-delà de la frustration, même si à un moment donné, la limite arrive, il faut y aller. En vol. C'est ça, partager son expérience, nous dit Fred, c'est un peu ça, puisque de l'instruction d'ailleurs, puisqu'on va rebondir sur ce que tu disais, de l'instruction, tu en as fait donc dans le civil, mais aussi dans le militaire, par exemple à Cognac, ou sur avion d'armes aussi, comment ça s'est passé ? Alors de l'instruction, en tant que pilote de chasse, on en fait à partir d'une certaine qualification. Dès qu'on est leader de patrouille de 2 avions, ce qu'on appelle un sous-chef de patrouille, on en fait systématiquement de l'instruction. L'instruction plutôt orientée tactique forcément, parce qu'on emmène généralement un équipier qui est plus jeune, moins qualifié, et on va participer à son entraînement. Donc on fait de la formation quasiment tout le temps dans l'armée de l'air à partir du moment où on est responsable d'un dispositif de 2 avions. Ensuite, des moments d'instructeur pur et dur dans l'armée de l'air en tant qu'OSC, donc officier sous contrat. Ça fait partie du job de faire des périodes en tant qu'instructeur où là on fait une parenthèse, on ouvre une parenthèse de 2-3 ans et on rejoint Cognac, Salon-de-Provence, à l'époque Tours, Cazaux, pour faire du monitorat. Et là on est vraiment dédié 100% à l'instruction et à former des jeunes. Donc ça je l'ai fait sur Epsilon à Cognac. Très belles années, un peu frustrantes au début parce qu'on c'était à l'issue de formation de 2 ans de pilote de chasse, 3 ans en escadron de chasse sur Jaguar. On a le couteau entre les dents, on arrive quand même à un niveau d'expertise, on est dans le bain, c'est chouette. Et là on nous dit non, maintenant ça va être de l'instruction. Malgré tout, passer ce stade-là, c'est quand même un métier qui est extraordinaire, hein, d'instruire, de se retrouver finalement. Alors, ma formation était rapide à l'époque, c'était un peu plus rapide que maintenant, mais finalement, je me suis retrouvé instructeur 5 ans après mon entrée dans l'armée de l'air. C'est jeune à la fois, mais c'est très
challenging aussi, mais on se retrouve quand même assis en place arrière avec quelqu'un qui est là pour apprendre, et c'est à nous, à notre tour de passer un peu le flambeau. Et c'est un métier qui reste noble et qui reste très, très, très motivant. L'instruction, j'en ai fait également sur Mirage 2000D. J'ai formé donc principalement des navigateurs au sein de l'Argonne. J'aurais fait 3 ans là-bas pour faire de l'instruction spécialisée Mirage 2000, Mirage 2000D pour le travail en équipage. Donc que ce soit en avion, que ce soit au simulateur également. Et puis sur tout la connaissance du système d'armes de l'avion, ce genre de choses-là. Alors justement, comment ça se passe? Parce qu'on imagine qu'il y a un pilote, il y a un navigateur. Quel est le job du pilote par rapport au navigateur? Comment ils s'entendent? Comment est-ce qu'ils travaillent? Et qu'est-ce que toi tu leur apportes en tant que pilote à ces navigateurs? Alors, c'est très intéressant. J'ai toujours eu la volonté de faire du biplace à un moment donné. D'autant plus que j'ai fait du monoplace sur Jaguar avant, ce qui est très intéressant aussi. Le biplace, faut bien comprendre que c'est pas... Généralement, ce sont pas... Enfin, sur le 2000D pour le coup, parce que c'est un biplace dédié. On a un pilote en place avant, effectivement, comme tu le dis, un navigateur en place arrière, 2 métiers qui sont différents, mais qui se rejoignent dans l'accomplissement de la mission. Alors le pilote, le navigateur navigue, c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire. Le navigateur va mettre en œuvre tout le système d'armes, va avoir une gestion plus sur le moyen long terme de la mission. Le pilote aura plus une gestion à court terme de la trajectoire, mais tout ça est complémentaire. Complémentaire tant que la mission le permet. Faut savoir que le Mirage 2000 a été conçu, le Mirage 2000 aussi a été conçu pour l'assaut tout le temps, basse altitude, donc en suivi de terrain, sur des vols qui peuvent être effectués 300 pieds, voire même plus bas, 450 nœuds, 540 nœuds, India Mike. Donc dans les nuages ou dans le brouillard, voler à 300 pieds, à 450 nœuds, c'est... Alors pour représenter, pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément les unités, c'est très bas, c'est sans voir le sol, c'est très vite, et quelque part c'est l'avion qui suit le terrain tout seul et qui évite les montagnes, les collines et les obstacles. Exactement. Et l'avion a été créé pour ça, a été fait pour ça. Et le fait d'être à 2 à bord, c'est vraiment pour ça. Avec un pilote qui, lui, pour le coup, gère le très court terme, c'est-à-dire la surveillance du système, le fait que le suivi de terrain fonctionne correctement. Il peut également piloter à la main sur des hauteurs qui restent quand même relativement basses. Mais cette gestion-là, le pilote n'a pas l'opportunité de se détacher de cette gestion très très court terme du système. Le navigateur, quant à lui, c'est lui qui va vraiment gérer l'ensemble de la mission d'un point de vue environnement, fuel, trajectoire, décision tactique également, parce que le pilote n'aura pas la ressource de le faire. Donc là, on arrive à quelque chose qui en CRM est hyper intéressant. En plus, un CRM qui est un CRM tandem, c'est-à-dire pilote place avant, navigateur place arrière. Donc on n'a pas cette gestuelle, on n'a pas cette... on ne voit pas la personne. Oui, c'est ça, c'est que vous ne voyez pas. Vous savez que vous êtes là, mais en fait, il n'y a pas de vue directe. Exactement. Donc ça passe par la voix, ça passe par la connaissance de l'autre avec qui on vole. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet esprit d'équipe, de corps. Et finalement, on arrive à 2 métiers qui sont vraiment séparés. Je vais reprendre un terme employé par un instructeur de l'époque, un ami, Polo. Il parlait de pot commun. Et en fait, on a un pot commun, comment dirais-je, des informations qu'on passe, qui sont communes aux deux et qui sont très limitées, qui sont essentielles à l'exécution de la mission, mais finalement chacun ensuite a ses tâches, et le navigateur ne sait pas forcément ce que je fais. Moi en tant que pilote, je ne sais pas forcément ce que fait le navigateur tout le temps, en permanence. Ouais. Alors sur les missions qui sont moins complexes, effectivement les 2 métiers vont se rejoindre, ce pot commun sera beaucoup plus étendu finalement. Mais l'essence même du biplace tel qu'il existe encore actuellement et tel que c'est pourquoi le Mirage 2000 biplace avait été créé, enfin L et D, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir deux métiers séparés, complémentaires, mais complémentaires pour la réalisation de la tâche en fait qu'on a à accomplir. D'accord. Alors, question justement ouais, question du binôme, on va dire, qui concerne le binôme. Dans le biplace, les binômes changent tout le temps. Alors, vous travaillez tout le temps avec les mêmes personnes. Dans un escadron en France, oui.
parce qu'il est important de multiplier les expériences avec chacun. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a rapidement un rôle d'instructeur. Donc, je parlais d'un sous-chef de patrouille qui va emmener un équipier plus jeune que lui, mais c'est également au sein de l'avion sur biplace, un pilote expérimenté qui va emmener un jeune navigateur pour faire de l'instruction plutôt tactique, ou l'inverse, un navigateur qui va voler avec un jeune un pilote plus jeune pour également l'instruire sur les tactiques. Donc, en France, en temps de paix, on va dire, on vole avec tout le monde. Sur des opérations extérieures ou sur des missions spécifiques, on va plutôt avoir des équipages qui vont être constitués. Parce que là, je rejoins ce que je disais juste avant, la partie CRM est hyper importante et les limitations qu'on a propres à l'avion font qu'on a besoin de se connaître, de se comprendre. Ça demande une petite phase d'adaptation si on ne connaît pas bien la personne, mais à l'issue de 3-4 vols, il y a des choses qu'on n'a même plus besoin de dire. Ouais. Vous aurez besoin de demander au navigateur d'afficher telle page. Pouf, elle vient, alors que même que vous soyez prêt à la demander, elle arrive. Voilà, là, on arrive à l'aboutissement du biplace et au fait qu'on se dit waouh, c'est génial. Ça devient instinctif en fait. Ça devient instinctif. Alors après, il ne faut pas tomber dans le travers inverse. C'est-à-dire qu'il faut être critique par rapport à soi et par rapport au navigateur qu'on peut avoir, le navigateur par rapport au pilote et par rapport à l'équipage en couple. Et ça, c'est valable pour tous les professionnels de l'aviation. Ouais. D'accord. Bon bah c'est bien, déjà on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, on remercie Ceslac d'ailleurs d'en poser pas mal. N'hésitez pas à faire comme Ceslac, posez vos questions sur le chat, on discute, vous voyez, on relaie tout, donc sans aucun problème. On passait justement, on parlait des appareils biplace, de cette synergie qu'il faut avoir entre le pilote et le navigateur. Et il y a cette question, est-ce que ça s'affiche normalement? Oui. Bon, je vais la poser, ça va s'afficher dans un instant. Est-ce qu'avec le Rafale maintenant, cette même mission est faisable en mono? Donc, puisque le Rafale, il y a des biplaces, mais il y a aussi des monoplaces. Alors, je connais un petit peu le domaine, mais j'ai jamais fait mis en passager de Rafale. Le Rafale est une combinaison de l'ensemble des sous-missions qui peuvent être attribuées à différents avions. Si on parle de reconnaissance, de missions d'appui-feu, de missions de bombardement, de missions de défense aérienne, de missions d'assistance, le Rafale fait tout. Ouais. L'avion est omnirôle, enfin peut tout faire. Le vecteur permet de tout faire finalement. Alors est-ce qu'il est faisable en monoplace? L'ensemble des missions, oui, carrément, le système le permet. Après, est-ce que la complexité de la mission, il serait plus souhaitable d'avoir un biplace pour avoir deux personnes qui vont gérer une complexité assez élevée, ou est-ce qu'un pilote en monoplace peut le faire? Ça va vraiment dépendre de la mission, effectivement. D'accord. Et du contexte de la mission, bien évidemment. Finalement, okay. Tout ça, c'est complémentaire. On aura généralement, je pense pas, non, je ne vais pas trop m'avancer, mais des panels de monoplace et de biplace au sein du même dispositif. Ok. Et justement, il y avait Pralino qui posait cette question, est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre? C'est-à-dire de monoplace à biplace, est-ce que ça demande une adaptation particulière? Du monoplace à biplace? Enfin, ou de biplace à monoplace, quand on travaille à deux et qu'on se retrouve tout seul à devoir gérer une situation. Oui, ça demande forcément de l'adaptation, oui. Alors, sur le long terme, il faut déjà être capable de voler en biplace, parce que, je veux dire par là, ça demande une certaine ouverture d'esprit et accepter le fait d'être à deux pour éventuellement prendre des décisions et ce genre de choses-là, ce qui est extrêmement intéressant. Le fait de faire une mission un jour en biplace, un jour en monoplace, finalement, le Rafale s'y prête. Il faudrait peut-être plutôt poser la question à un pilote de Rafale, effectivement, mais oui, ça demandera forcément à un moment donné. Ok. Et encore une bonne question de Ceslac. Alors il y a un petit temps de latence là, sur l'affichage des questions, voilà, ça arrive. Est-ce qu'un navigateur est formé au pilotage de base au cas où? Et est-ce que c'est un métier voué à disparaître avec des machines de plus en plus technologiques? Très bonne question. Alors oui, le navigateur est formé au pilotage de base, au cas où. Les biplaces, tout du moins sur lesquels j'ai volé en France, sont équipés de commandes en place arrière. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les avions biplaces, notamment les Américains utilisent beaucoup d'avions biplaces sans commande en place arrière. Mais c'est très limité en fait dans la partie training. Le but c'est pas qu'ils pilotent bien l'avion, c'est qu'ils ramènent un avion s'il faut. Est-ce que c'est un métier qui est voué à disparaître? Je sais pas. Enfin, je peux pas m'avancer sur la réponse.
Parce qu'effectivement, on parle des machines et des avancées technologiques, il n'en reste pas moins que la spécificité militaire et les missions que l'armée de l'air peut effectuer des fois, notamment la dissuasion nucléaire ou ce genre de choses-là, nécessiteront peut-être toujours d'avoir deux personnes à bord. Ok, alors on va rectifier ce que disait Pralinou, qui voulait pas dire ça, du coup il disait, je voulais dire, de pilote à navigateur, est-ce que les deux formations sont bien distinctives, bien différentes? Oui, elles sont différentes, oui, tout à fait. Ok. C'est deux voies qui séparent relativement tôt, parce que les métiers sont différents finalement. Alors, les gens vont continuer à se côtoyer sur les bases aériennes, bien évidemment, on est dans les centres de formation, mais on ne recherche pas les mêmes choses. Non. D'accord. Et alors, encore une question, j'espère ne pas remuer le couteau dans la plaie, entre guillemets, mais il me semble que vous disiez dans votre introduction que le Covid avait mis un stop à des projets de vol. Est-ce qu'une carrière de pilote dans le civil, dans la ligne ou autre chose vous intéresserait? Alors, ce que je disais, effectivement, ce Notam Covid là, qui est sorti, le plan de vol était quand même pas mal établi. J'ai fait pas mal d'années dans l'armée de l'air finalement par rapport à mes contrats, mais à un moment donné je me suis dit bon allez là c'est le bon créneau pour partir, je me sens prêt, avec une réelle volonté effectivement de rejoindre l'aviation de ligne, et tout se passait bien finalement puisque j'avais trouvé un emploi dans une compagnie aérienne qui était de très très bonne facture avant même mon départ de l'armée de l'air. Donc j'avais été sélectionné et pris dans une compagnie en septembre et je quittais l'armée de l'air en octobre. Donc pour commencer une formation qui allait débuter en février-mars 2020, 2 mois extraordinaires. Puisque ça... Donc en plein type rating sur Airbus A320. Alors au début on a rigolé quand on a vu les petites blagues qui sortaient sur cette grippe. Enfin voilà, normalement on rigolait plus trop. Et la fin du type rating, finalement tout le monde ne parlait plus que de ça. Et il se trouve qu'avant donc, de rejoindre effectivement cette compagnie et de commencer l'AEL, la mise en ligne, nos contrats ont été supprimés, ont été shootés. Ouais, d'accord. Donc voilà, maintenant, faut rebondir, et c'est ça qui est super dans l'aviation, dans l'aéronautique, quelle que soit notre position, notre poste, c'est que les domaines ouverts sont quand même relativement larges. Et donc j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai dit bon allez, là faut rebondir sur autre chose. Et je vais être tout à fait honnête, le métier que je fais maintenant, c'est pas un métier où je me suis levé un matin en disant c'est ça que je veux faire. C'est venu à cause de ça finalement. Et en ayant rejoint ce métier et en ayant vu ce que c'était vraiment au quotidien, finalement, je me suis dit non, c'est chouette, c'est top. Donc je reviens sur la question d'avant, sur la frustration, ça m'aide également beaucoup. Parce que faire de l'instruction, je parlais du fait que ce soit un métier noble et autres, mais c'est quand même extrêmement intéressant de faire ce passage de témoin, de se dire qu'on va former les pilotes qui vont voler pendant les 30-40 prochaines années, finalement. Ouais, d'accord. Ok. Alors justement, cette reconversion, on a compris, donc il y a eu le Covid, il y a eu donc peut-être un travail aussi à faire sur soi en revoyant ses objectifs. Parce que c'est vrai, quand on n'atteint pas ces objectifs qu'on se fixe, des fois il peut y avoir un peu de frustration, donc il faut travailler sur soi. Aujourd'hui, ton métier consiste en quoi? Comment est-ce qu'on pourrait le résumer, ce métier de CTKI? Alors le métier de CTKI en lui-même, c'est de gérer à la fois l'instruction orientée sur les élèves, mais également gérer la partie instructeur. Donc ces deux gros piliers. D'avoir un raccord entre ce qu'on souhaite délivrer en tant qu'instruction, avoir les personnes capables de délivrer cette instruction-là, en termes de standardisation notamment, et suivre la progression des élèves et les former à travers ce qu'on appelle maintenant le CBTA, donc la formation qui passera par le développement des compétences qui sont définies au niveau mondial maintenant, pour qu'on ait des gens qui, à l'issue de finalement quelques mois, c'est court, une formation de 2 ans à peu près, c'est très court pour des personnes qui ensuite vont emmener 200 passagers globalement, avec toute la responsabilité que ça implique derrière. Donc on a notre rôle à jouer à ce niveau-là, et je m'assure d'être pas le garant, mais je conduis le camion en fait, on va dire, de cette partie instruction pour que ça se passe pour le mieux pour tout le monde, et pour les élèves pilotes et puis pour les instructeurs.
D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement? Je veux dire, on met le pied sur le terrain là. On a un élève qui arrive ou des élèves qui arrivent en disant bon ben voilà, moi j'arrive, soit je suis un cadet d'une compagnie qui a été sélectionnée et on m'envoie ici pour faire ma formation, ou bien quelqu'un qui dit moi je paye ma formation et je veux faire pilote de ligne demain. Donc il arrive à l'école et donc toi ton job ça va être de le suivre. Concrètement, depuis son arrivée jusqu'à l'obtention de tous ses diplômes, il va passer combien de diplômes? Qu'est-ce qui va suivre en fait? Alors, dans l'école dans laquelle je travaille, on a une bonne sélection, je dirais. Et qui passe donc sélection en amont déjà. Oui, oui, tout à fait, oui. L'objectif, c'est de s'assurer, je parlais du développement des compétences. L'objectif de la sélection, c'est de s'assurer que la personne sera capable d'absorber la charge de travail d'un point de vue technique, mais également d'avoir une marge suffisante en termes de capacité pour pouvoir se développer personnellement. Ouais. L'attitude, le comportement d'un pilote aujourd'hui, il est essentiel. On parlait d'automatisation tout à l'heure. Les machines sont de plus en plus modernes, il y a de plus en plus d'automatisme. Et on parle de drones, on parle de bien peut-être éventuellement un jour d'un avion monopilote. Donc cette assistance-là, elle est réelle, elle est là. On n'est plus en train de piloter un DC-7. Le métier a changé fondamentalement, globalement. Il a changé sur certains aspects, mais il reste le même par rapport à l'essence même du métier de pilote. Donc on a besoin d'avoir cette marge-là pour pouvoir développer les personnes à travers ces compétences qui sont recherchées par les compagnies aériennes finalement. Et je dirais pas que le côté technique devient un prétexte, en parlant de la TPL finalement, devient un prétexte à ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire. Je pense que beaucoup, la majorité, tous les ATO de toute façon seront capables de délivrer un ATPL. La connaissance technique, voilà, elle est bornée, elle est ciblée et on sait ce qu'on a apporté comme knowledge, comme connaissance. Au-delà de ça, avoir la connaissance pour la connaissance livre, ça sert pas à rien, mais quasi finalement. Ouais. Il sera l'attitude d'un pilote dans un cockpit, que ce soit en tant que first officer au début, avec un capitaine qui sera plus âgé, plus expérimenté, et par la suite avoir ce first officer qui sera à son tour capitaine et qui aura des jeunes first officers avec lui, ça demande du temps déjà, et ça demande cette capacité d'adaptation. Et nous, on est là, toute l'équipe pédago, que ce soit sol, vol, pour, en plus du côté technique, développer ses compétences non techniques. Voilà, donc ça c'est important. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain comportement adopté et les élèves sont évalués sur ce comportement. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est capable de leur dire bon bah toi t'as bien fait ton travail et toi il y a des trucs qui vont pas? Bien sûr, il faut qu'on soit capable de le dire et ça c'est un premier point. Il faut que ce soit juste. Donc pour ça on a des outils très puissants qui existent. Un fouet? Non. Non, pas un fouet, alors, d'accord. Non, heureusement non, mais on a des méthodes d'assessment, je ne sais pas comment on dit en français, de jaugeage finalement de la performance des personnes à des standards qui évoluent au fur et à mesure du temps. Hein, bien évidemment, on va demander à quelqu'un qui va arriver de savoir tout faire tout de suite, on va y aller de façon progressive. Mais on va travailler ensemble et c'est ça qui est hyper important. C'est par rapport à un entraînement qui pouvait se faire avant où c'était vraiment pas à sens unique, mais plus je caricature un petit peu. Hein, je ne prenais pas au pied de la lettre ce que je dis, je ne mets pas du tout en cause ce qui se faisait avant, loin de là. Hein. Simplement que l'aviation a évolué. Là, on a un training qui est vraiment centré sur le cadet, sur l'élève pilote. Ouais. Donc on va être capable de juger, c'est un métier, hein. Vraiment, pour le coup c'est un métier, de pouvoir juger tout ça et de faire passer des messages et on attend que les personnes qu'on a en face de nous soient capables de l'entendre pour qu'elles évoluent et qu'elles grandissent et qu'elles atteignent ensuite une performance et un comportement, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes d'habilité, que ce soit en termes d'attitude. Qui soit ce que recherchent finalement les compagnies aériennes au niveau mondial. Hein. Globalement, le standard il est maintenant établi pour toutes les compagnies.
quelle que soit la partie du monde dans laquelle on va voler. Alors justement, le programme n'est pas lié à l'école, le programme il est global et les écoles en fait doivent se conformer à ce programme qui dit aujourd'hui un pilote de ligne doit savoir faire ça, ça, ça et ça, il doit se comporter comme ça, et c'est vous qui avez cette responsabilité-là de dire ok, nous, il coche les cases. Ouais, alors pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez regarder ce que c'est que le CBTA, parce que c'est ça dont on parle, le Competency Based Training and Assessment, c'est quelque chose effectivement de mondial, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va suivre le pilote de ligne maintenant, du tout début, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que cette méthodologie-là, elle sera appliquée dès le premier jour, et elle va couvrir l'ensemble de la carrière du pilote, jusqu'à son dernier vol finalement. Ces derniers sim checks qu'il pourra faire, ce sera cette évaluation de ses compétences. Et c'est établi par l'OACI, c'est au niveau mondial et c'est un standard d'instruction maintenant qui est imposé aux écoles. Ouais. D'accord. Alors c'est vrai que, et ça on peut peut-être en parler rapidement, le métier de pilote professionnel en général, principalement aussi le métier de pilote de ligne, on dit souvent les pilotes ils sont bien payés, vous avez vu, ils voyagent, machin, mais il faut savoir aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de responsabilité dont tu viens parler, il y a le côté médical, parce que c'est vrai qu'un pilote qui n'a plus de classe médicale ne peut plus travailler, donc il y a aussi des contraintes liées à ça, et puis il y a aussi le fait, comme tu le dis, que tout le monde est checké au fur et à mesure de sa carrière. C'est pas seulement en école, c'est aussi très régulièrement. Donc ces contraintes-là font aussi que, quelque part, il faut les payer, ces contraintes. Oui, et après c'est ce qui rend le métier quand même très intéressant aussi, c'est que ça s'arrête jamais en fait. Alors, tu parles du médical, effectivement, c'est tous les ans, on peut être amené à avoir un médecin qui dit stop, on arrête. Mais au-delà de ça, ces checks réguliers sont là pour... C'est extrêmement motivant finalement, ça vous pousse à jamais vous asseoir. On peut pas en tant que pilote se dire allez c'est bon, je peux m'arrêter là, j'ai plus rien à démontrer. Non, on a toujours à prouver quelque chose. Pas à prouver aux autres, on a toujours à être performant dans ce qu'on va faire. On sera jamais meilleur que ce qu'on va faire le lendemain finalement. Et ça je pense qu'il y a peu de métiers où on retrouve ça. Et en parallèle de ça, je pense que les opportunités offertes en termes de compagnie aérienne, en termes de type d'avion qu'on va pouvoir être amené à piloter, c'est juste énorme en fait, quand on regarde le domaine. Oui. Et donc on a toute cette... le métier que je fais actuellement, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que entre pilote, instructeur dans un milieu civil en plus, donc même si la réglementation en tant que militaire on connaît la réglementation civile, il ne reste pas moins que entre être un utilisateur de la réglementation ou de tel, je sais pas, en parlant de météo, j'apprends la météo en tant que pilote, donner un cours de météo à des élèves qui sont là et qui ont soif d'apprendre, c'est un autre métier, ça demande d'élever son niveau. Forcément. Mais ça, je le prends souvent comme exemple. C'est quand même génial. J'ai commencé donc il y a 44-45 ans. Je trouve ça génial de se dire, ok, c'est nouveau, c'est neuf, et bim, on y va. Et dans ma carrière militaire avant, ça a été, comme je disais, mon passage en tant qu'instructeur. C'est un nouveau métier dans l'armée de l'air, sans quitter l'institution. Puis ensuite, c'est un changement d'avion pour rejoindre le Mirage 1000D. Et puis, c'est un nouvel escadron sur Alpha Jet avec de nouvelles missions en tant qu'agresseur. Et puis après, il faut partir dans le civil. Et puis, on va changer peut-être de boîte, de compagnie. Et puis, j'ai commencé sur celle-ci. Mais tiens, maintenant, j'ai les heures pour atteindre celle-là. Et puis, je vais faire du long courrier, alors que j'ai fait que du court courrier. Les opportunités offertes sont juste extraordinaires, je pense. Donc, c'est de l'adaptation en permanence, quel que soit le secteur, on va dire. Oui, c'est de l'adaptation permanente, mais l'adaptation est de plus en plus facile avec l'expérience, je dirais. Mais il faut quand même garder ça en tête. Mais ça fait partie de notre culture, je pense. On a cette volonté de pas forcément de toujours aller un petit peu de l'avant, de toujours découvrir de nouveaux horizons. Je pense que c'est partie de ce qu'on a en nous. Hein. D'accord. On a encore une question. Ça va être la dernière avant la foire aux questions remise de gaz. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'ATPL, elle va s'afficher dans un instant, au niveau des connaissances examinées, un décalage avec les compétences requises en tant que pilote, avec parfois beaucoup de choses d'une moindre utilité, comme connaître les facteurs de performance par cœur ou autres du même acabit?
Bonne question. Oui, bonne question. Après, il faut bien comprendre que la TPL il est là pour l'ensemble des différents sous-métiers, enfin sous-métiers, des différentes catégories d'avions, catégories de compagnies aériennes, type de pilote professionnel qu'on va être. Donc il faut s'assurer qu'on multiplie pas non plus les certificats avec des gens qui se spécialisent d'entrée. L'avantage de la TPL, c'est que ça ouvre les portes à tout. Qu'on veuille faire de l'épandage, qu'on veuille faire de la ligne en CS, je sais pas moi, sur plein de types d'avions différents, il faut quand même qu'on soit le certificat est le même pour tout le monde. Ouais. Ce qui est certain, c'est que oui, ça fait une grosse masse de connaissances. Finalement, on va en utiliser peu parce que les gens vont rapidement rejoindre une compagnie aérienne, vont voler sur avion CS25, donc les facteurs vont pouvoir quand même en enlever une grosse partie de sa tête. Mais pour ça, il faut que le certificat initialement parlant, il couvre l'ensemble du spectre. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on a déjà répondu à pas mal de questions, on a fait le tour. Si vous avez des questions encore à poser à Mickey, n'hésitez pas à les noter dans le chat, puisqu'on va tourner la dernière séquence de l'émission, on va dire les 5 dernières minutes. C'est la remise de gaz, foire aux questions, et on retrouve Mickey dans un instant. Si vous avez encore quelques questions à poser, n'hésitez pas à le faire. C'est maintenant ou jamais. Donc on lance tout de suite la séquence remise de gaz. La séquence fort aux questions remise de gaz, donc les 5 dernières minutes pour vous, le temps de vous laisser poser les dernières questions que vous pourriez avoir ou aborder ensuite tout à l'heure le programme de la zone aéro des semaines à venir. Mickey, déjà j'avais une question, c'est est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'origine et l'existence de l'écharpe qu'il y a derrière toi, parce que je vois toutes ces étoiles avec les Alpha Jet derrière et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai évoqué un peu plus sur des victoires aériennes. Oula, ah oui, d'accord. Exactement, ils sont passés sous silence, on n'en a pas parlé aux infos. Donc je ne peux pas en parler là ce soir. Non, il me tient à cœur ce foulard. Alors ça remonte à l'histoire de l'aviation, encore une fois. Les pilotes regardaient beaucoup derrière, scrutaient le ciel, et donc du coup il fallait qu'ils se protègent le cou, plus le froid et tout ça. Enfin bref, on retourne en 14-18. Et après, mais le foulard est resté quand même un attribut et quelque chose à laquelle les pilotes de chasse tiennent. Celui-ci il est particulier parce qu'en fait il rejoint deux escadrons. Alors je ne sais pas si on voit très bien. Là en bas, ce sont des Hawks. Et il y a l'insigne du 100e squadron, ouais, tout à fait, qui vole sur Hawk. Et en haut, il y a donc 2 Alpha Jet, avec la cocarde anglaise et la cocarde française. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est un foulard qu'on a créé à l'occasion d'une réunion des 2 unités. Mon escadron, qui était le 2-2 Côte d'Or, sur Alpha Jet, qui faisait une mission d'agresseur, on appelle ça comme ça, donc du plastron. Si je schématise les Skyhawks qui sont dans Top Gun, avec les instructeurs à Top Gun, ils utilisent du Skyhawk. Nous en France on utilisait l'Alpha Jet et les Anglais utilisaient du Hawk. Et finalement on faisait la même mission de chacun de chaque côté de la Manche. Là on a réuni les 2 unités sur les exercices donnés et on a fait ce foulard en souvenir. D'accord, bon bah voilà. C'était quoi? C'était des exercices de combat aérien, c'est ça? Alors de combat aérien, également d'attaque de bateaux, voilà, on joue le rôle des méchants sur un avion qui est économique. Ça évite de mettre que des chasseurs tournés en ligne. Voilà. Ok. Dans le combat aérien, tu trouves qu'il y a un petit côté ludique, compétition avec l'autre devant, on va dire, celui qui perd devant, ou je sais pas, enfin, il y a... Non, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait ce petit côté un peu ludique, Côté rivalité, avec un copain, ou je sais pas? Ah oui, il est là, oui, forcément. Oui. C'est très particulier comme moment, ça. Ok. Voilà, c'est comme, je sais pas moi, ouais, on va faire une petite séance de sport et on est 2 et il faut qu'il y en ait un qui gagne. Ouais. Voilà, il y a cette compétition, il y a cet esprit-là, mais c'est très esprit chasse. Ouais. Voilà, c'est vraiment une saine émulation, on va dire. Ça va dans le bon sens, hein, mais oui, effectivement, après, dans l'entraînement, ce qu'on appelle le dogfight, oui, c'est très, très, très ludique, très compétition pour le coup. Ouais. Mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme.
à la fin de la 14-18, quand ça s'est terminé, donc c'était la naissance de la chasse, hein, on va dire la guerre 14-18, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes, après cette guerre-là, qui ont, on va pas dire qu'ils sont partis en dépression, mais je veux dire, il leur manquait quelque chose, alors pas forcément pour les bombardiers ou les reconnaissances, tout ça, parce que eux, après, ils sont peut-être un peu plus développés dans le développement, on va dire, d'aviation civile, transport passager ou de courrier, quoi. Mais je pense que le petit côté ludique qui a dû naître, en fait, pendant la guerre, de combat aérien, en fait, je pense que ça a dû manquer à certains peut-être pilotes après la guerre. C'est un type de vol qui est hyper grisant. Je veux dire, l'avion, on l'emmène dans un domaine. On fait des choses qui sont juste. On est tout seul dans l'avion, on est libre, et puis voilà, après c'est. Et tout le domaine de vol est couvert. Hein. Les basses vitesses, les grandes vitesses, on couvre vraiment tout, et ça reste quand même. Ouais, c'est challenging. C'est celui qui fera la meilleure manœuvre, comme aux échecs, en fait. Voilà, et puis tout ça sous facteur de charge, tout ça avec un rythme cardiaque qui augmente. Faut pas. C'est très demandeur. Très demandeur, ouais. Faut rester concentré, etc. Ouais. Exactement. Ok. Bon, bah alors, il y avait une dernière question de Ceslac toujours. Est-ce qu'il y a une simulation d'armement sur Alpha Jet pour ses missions de plastron? Alors la simulation au sein de l'avion, non, c'était nous qui la faisions à travers nos outils qu'on avait pour simuler certains types d'armements. Mais du coup, on se restreignait également au fait qu'on était capable de le simuler. Ouais. On peut pas tout ne plus simuler. Mais après, c'est couvrir le spectre global, c'est-à-dire que on pourrait imaginer avoir de l'Alpha Jet, avoir des vecteurs plus modernes qui vont simuler différents types de menaces en fait. Ce qui est intéressant pour les gens qu'on entraîne, c'est qu'ils se retrouvent confrontés non pas à une menace type, mais avec une multitude de menaces qui ont chacune leur spécificité. En fait, il faut qu'ils couvrent l'ensemble du spectre également dans la réalisation de la mission. Gérer les priorités, ce genre de choses. Exactement. Ok, ça marche. Ceux qui aiment bien l'histoire aussi, au sein des escadrons, est-ce que l'histoire est vraiment ancrée un peu dans les traditions de l'escadron? Est-ce que les pilotes, entre eux, ils parlent d'anciens pilotes de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première? Est-ce que... Alors, les traditions escadrons, elles sont ancrées, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment qu'on cultive. L'attachement aux escadrilles, l'attachement à l'escadron, l'attachement aux escadres, c'est quelque chose qui se cultive. Après, c'est à chacun avec son petit bagage au niveau histoire également. Il y a des gens qui seront plus ou moins calés effectivement dessus. Arriver dans une escadrille, dans un escadron, c'est également épouser l'équipe avec laquelle on est, finalement, faire corps avec elle. Des personnes qui n'auront pas forcément cette fibre historique-là vont forcément être drivées pour acquérir au moins la fibre qui va permettre à chacun de s'identifier à travers ces traditions. Ouais. Ok. Bah c'est bien. Super. Bah écoutez, on a couvert à peu près le spectre des questions qu'on pouvait poser à Mickey ce soir. On le remercie encore une fois d'avoir participé à la zone aéro. On va faire un petit point sur le programme à venir dans les semaines qui viennent pour couvrir ce fameux programme de la zone pour le mois d'octobre. Et on va afficher l'écran. On retrouve Mickey tout de suite. La semaine prochaine, on va vous donner rendez-vous à 20h30. Peut-être que Nico, d'ailleurs, sera connecté au satellite la semaine prochaine. On ne sait pas, on va voir si ça se trouve. Et on va recevoir monsieur Vincent... Vous verrez en relief. Ouais, c'est ça. Vincent Heidelberg de la chaîne Stardust qui fait de la vulgarisation aéronautique, spatiale aussi. Il a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch et on discutera avec lui de ce qui anime sa passion, sa manière de travailler, comment il choisit ses reportages. Et si vous avez des questions à poser à Vincent, il faudra être là. Ça va être très intéressant parce que c'est des vols interstellaires. On va parler de vols interstellaires, on va parler de navigation aussi. Et j'ai vu dernièrement un documentaire sur la sonde qui a été posée sur une comète. Et c'est assez extraordinaire à vivre en fait. Parce qu'en fait, il faut attendre les réponses qui mettent une demi-heure à venir du fin fond de l'espace pour savoir si vraiment la station, enfin comment ça s'appelle la sonde? Déjà de le dire. La sonde a vraiment atterri sur
sur la comète. Ouais, si ça marche ou pas, ouais. Bah ça sera intéressant justement de lui poser des questions sur toutes ces missions-là, puisque c'est un peu le spécialiste de la chose. Donc Vincent de Stardust qui sera avec nous la semaine prochaine 20h30. Notez bien cette petite date dans vos calepins. Et puis ensuite, on arrive au 25 octobre, dernier mercredi du mois, avec une invitée qui sera ici, en studio, au bar de la zone aéro. Elle viendra répondre à vos questions. Il s'agit d'Elisabeth Christensen, qui est directrice adjointe de la compagnie Oyonnax, et elle est commandante de bord sur un avion un peu mythique qui est le Piaggio P180 que vous avez sur la photo. Et cette compagnie, elle est particulière puisqu'elle fait beaucoup d'évacuations sanitaires. Elle transporte des personnes en urgence médicale. Oui. C'est l'avion du baron rouge, ça? Ouais, presque. Donc, Elisabeth viendra, donc la compagnie est du côté de Grenoble, et Elisabeth viendra ici en studio nous rencontrer. Par contre, notez bien la date, ce sera 19h30, ici donc au studio le 25 octobre, et vous pourrez évidemment lui poser vos questions sur aussi les besoins en pilote, si vous êtes pilote ou vous souhaitez avoir des infos sur les carrières de pilote en aviation, donc en évacuation sanitaire, vous pourrez le faire sans aucun problème. On ouvrira l'antenne à toutes les questions comme d'habitude. Voilà, et puis évidemment, fin du mois vous annoncera le programme pour le mois de novembre. Sachez que des invités, on en a quasiment jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Donc pour l'instant, tout va bien du côté de la zone aéro. Voilà, on retrouve Mickey pour le mot de la fin. On le remercie encore une fois d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un très grand plaisir. J'ai pas réussi à mettre de choses dans le chat, mais je voyais les retours là. C'est toujours hyper intéressant de partager. Parce que et ben voilà. On a peu l'occasion de le faire en fait. Il y a des moments qui nous appartiennent, je pense à mon métier d'avant, hein, le pilote de chasse, des moments qui nous appartiennent, on aura beau le décrire. J'aurais aimé emmener tant de gens avec moi en vol pour leur montrer, c'est quand même extraordinaire. Et il y a peut-être tant de gens qui auraient voulu monter avec toi en vol. J'ai emmené beaucoup de personnes en vol sur AlphaJet notamment parce qu'on avait beaucoup de places aériennes disponibles, des militaires de nations différentes et de métiers différents. Et à chaque fois, de voir leur visage en descendant du vol, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Donc merci à tous. Vraiment, c'est toujours sympa de partager comme ça. Et voilà. Ouais, et puis, merci à toi. Il y a eu de très bonnes questions qui ont été posées. Donc merci à vous pour la participation. Encore une fois, ne soyez pas timides. Posez vos questions et on y répond. On est là pour ça, on est là pour échanger. Voilà, au bar, comme dans un bar d'escadrille, comme dans un bar d'aéroclub, on est là pour ça. Hein. Voilà, si vous voulez poursuivre l'échange, je vous invite à rejoindre le Discord puisque Mickey nous a rejoint sur le Discord cette semaine. Donc si vous voulez poursuivre le débat, poser des questions que vous n'avez pas forcément pu poser, n'hésitez pas à le faire. Rejoignez le Discord de la zone aéro et on continue l'échange tout au long de l'émission et en dehors des émissions aussi. Pour les abonnés, et c'est un avantage des abonnés, vous pourrez retrouver dans quelques minutes le replay de l'émission de ce soir pendant 14 jours. Vous êtes abonné à la zone aéro, ça vous coûte le prix de 2 cafés. Donc abonnez-vous, prenez un sub et pendant 30 jours, vous pouvez accéder au replay. Et si vous accédez pas au replay, il faut attendre 15 jours de plus pour retrouver les archives sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, on retrouve Cédric, que tu connais bien, puisqu'on a publié cette nuit l'émission sur les réacteurs avec Cédric. Oui, Nico. Ah bah ouais. Mais je disais, dans le bar de la zone aéro, là, on va bientôt mettre au point en fait un robinet USB. Si vous avez soif, on pourra vous servir. Vous pourrez télécharger une boisson et mettre le verre en dessous du robinet USB et puis voilà. Ça devrait marcher. Bon, il faudra encore un peu de développement. J'en profite pour passer le bonjour à Fred Zébulon. Oui. Il était là. Oui, il était là, Fred. Donc on a parlé des podcasts de la zone aéro aussi qui sont disponibles. Vous pouvez vous abonner pour écouter la zone dans votre voiture. Vous n'avez pas envie d'avoir l'image, vous avez le son sans aucun problème. Et évidemment les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook où on annonce tous les programmes et les invités. Donc n'hésitez pas à le faire. On a lancé sur le Discord une nouvelle rubrique qui s'appelle vos questions en dehors des émissions. Si vous ne pouvez pas participer à un live et que vous souhaitez poser une question à un invité, vous pouvez le faire sur Discord dans ce salon qui vous est dédié. Nous, on relève les questions la veille ou l'avant-veille et puis on les posera en temps réel à notre invité. Donc c'est une petite fonctionnalité en plus qu'on vous propose désormais. Voilà, merci Mickey encore une fois. Dans quelques instants, on va raider. On va aller chez quelqu'un qu'on connaît bien dans la zone aéro, qui est Samuel Etienne. Vous le connaissez tous, hein, avec donc sa chaîne où il fait de l'actualité. Et en plus, Sam,
Alors oui, vous pourrez lancer le raid Jules dès qu'on lancera le générique de fin. Donc Samuel Etienne, on va essayer de l'avoir dans la zone aéro puisqu'il faut qu'on parle un petit peu médias avec lui, médias autour de l'aviation bien évidemment. Donc n'hésitez pas, quand on arrive chez Sam, d'envoyer plein de petits logos de la zone aéro que vous avez dans les émotes du chat. On arrive, vous montrez que vous êtes de la communauté de la zone aéro et on arrose le chat d'avion et comme ça en plus on communique autour de l'aviation, donc tout va bien. Merci à vous. Bonne fin de soirée, merci d'avoir été présent. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même fréquence et fly safe pour ceux qui volent. Merci Mickey encore une fois, merci Nico et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye bye. Hard to find. She taught me that life is quite simple.